Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau de Femmes et Développement. Ce soir, nous allons aborder un thème à la fois historique, social et résolument contemporain. Le progrès de l'autonomie et du développement de la femme au Togo depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1960, année de l'indépendance du Togo, la femme togolaise a connu de profondes transformations. Autrefois cantonnée au rôle traditionnel, elle occupe désormais une place de plus en plus importante dans la société, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'économie et de la politique. 66 ans après l'accession du Togo à l'indépendance, cette évolution est-elle suffisante? La femme togolaise est-elle réellement indépendante aujourd'hui? C'est autour de ces questions que s'articule notre émission Femmes et Développement de ce jour. Bonsoir à tous et bienvenue sur la télévision togolaise. Pour en parler, nous recevons pour vous M. Tchaniao Raouf, le premier directeur du statut juridique de la femme au Togo. Il est aussi l'initiateur de la maison de justice au Togo et responsable de la protection de l'enfant. Bonsoir, directeur. Bonsoir, Gisèle. Tout le plaisir est pour moi d'être invité sur votre plateau. Pour commencer, monsieur le directeur, je serais plus à l'aise de dire monsieur le doyen, notre doyen. Merci. L'accompagnateur des femmes. Merci. Qui a toujours lutté pour la cause de la femme durant votre parcours professionnel. Oui. Quelle était la place de la femme togolaise au moment de l'indépendance? Avant l'indépendance, nous avons la division du travail, sexuel du travail, qui est fortement marquée. Et pour comprendre cette division du travail, il faut repartir dans les années d'avant les indépendances où, quand les colons étaient arrivés, ils avaient essayé de fabriquer une masse indigène de personnes qui sont chargées effectivement d'être une transition entre la population indigène, et la majeure partie de ces hommes, soit la quasi-totalité de ces hommes, à 100% étaient des hommes. Les femmes de ces hommes servaient de majordomes auprès des femmes des colonies. Donc, vous allez comprendre avec moi qu'au lendemain des indépendances, en 1960, lorsque, par exemple, les Blancs vont se retirer, il y aura peu de femmes dans la sphère de décision, dans la sphère politique. Et vous allez voir que les toutes premières heures des indépendances, quand vous allez voir la composition du gouvernement, il n'y avait pas de femmes. Vous allez comprendre que c'est ce qui explique effectivement l'enjeu que vous êtes en train, l'enjeu de développement, l'enjeu de femmes et développement que vous êtes en train de faire actuellement comme émission. Maintenant, au fil de l'histoire, avec la participation surtout du Togo à la toute première conférence mondiale sur les femmes en 1975 à Mexico, les choses ont commencé par s'éclaircir. Et nous avons passé de conférence en conférence. La première conférence, c'était en 1975 à Mexico, au Mexique, avec pour objectif égalité, paix et développement. La deuxième conférence, c'est à Copenhague, au Danemark, en Europe, toujours avec la même thématique, égalité, paix et développement. La troisième conférence en 1985 au Kenya, à Nairobi, ici, où pour la première fois, on a posé ce qu'on appelle les stratégies d'action prospective pour Nairobi, pour le développement des femmes pour les 10 ans à venir, c'est-à-dire 1985-1995. Donc, à partir de ça, les règles sont désormais fixées pour l'égalité de genre, c'est-à-dire les droits égaux pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de distinction. Et en 10 ans, on a eu la 4e conférence mondiale de Beijing sur les femmes. Moi, j'étais le rapporteur du Togo, le rapporteur national du Togo à la 4e conférence mondiale de Beijing en septembre 1995. Et cette conférence était vraiment la conférence dite des engagements. C'est-à-dire que tous les États ont pris l'engagement de faire des hommes et des femmes des êtres égaux en dignité et en droit. Et on a demandé à tous les pays de faire des efforts
de mettre des mécanismes, de mettre des politiques en place pour pouvoir parvenir à cet esprit de paix, d'égalité et de développement. Au retour de Beijing, on a des plans continentaux et des plans sous-régionaux. Ce qui fait que quand vous allez à la CEDEAO, comme ça l'indique, il y a une branche institutionnelle de la femme qu'on appelle AFAO, dont le siège est au Sénégal, à Dakar, qu'on appelle Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, où toutes les femmes se concertent pour voir si les États sont au même niveau d'égalité par rapport à la promotion des hommes et des femmes. À partir de la sous-région ouest africaine, particulièrement de la CEDEAO, on fait des évaluations périodiques pour savoir où en est la place de la femme dans le développement. Vous voyez? Et des outils conceptuels ont été conçus, effectivement, pour mesurer. Et les outils dont on parle, le dernier outil, c'est le genre et le développement. Et il y a un document qu'on appelle genre et développement. Mais avant d'arriver à genre et développement, c'est aussi une histoire. Nous sommes partis de IFD, intégration de la femme au développement, vers FD, femmes et développement, pour arriver à genre et développement. Donc, quand vous dites genre et développement, vous allez voir que le genre et le développement est propagé dans les 12 points critiques d'action de Beijing. C'est à partir de ces outils que nous nous interrogeons sur les projets, les politiques et les projets qui sont mis en place dans les États pour voir, au moment de l'élaboration, de la conception des programmes et des politiques, comment les femmes sont associées dès la base. Et sur le plan national, quand je vais parler du Togo aujourd'hui, nous avons fait un progrès extrêmement énorme. Le Togo, d'abord, a signé très tôt ce qu'on appelle la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1983. Vous voyez, c'est vieux. Mais le Togo, en signant, a commencé, quand moi j'ai pris les rênes, nous avons commencé par présenter des rapports initiaux et périodiques à New York, devant le comité de discrimination des femmes à New York, et nous sommes presque à jour. Et nous, on fait partie des pays rares à jour de la présentation des rapports périodiques sur l'avancée, sur les droits des femmes, sur la lutte contre la discrimination. Jusqu'à ce que je ne parte, nous sommes le pays de l'Afrique le plus avancé. Je vais parler de l'Afrique le plus avancé par rapport au rapport de lutte contre la discrimination à jour. Et donc, en dehors de ça, nous avons participé effectivement au protocole de Maputo en 2005, activement. Le protocole de Maputo, encore appelé la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes. Nous avons participé et le Togo a été le pays qui a fait entrer effectivement ce document en vigueur sur le continent africain. Et nous avons servi de référence en tant que Togo pour aller partager les expériences avec nos collègues du Mali sur comment le Togo a réussi à intégrer dans ses textes internes le protocole de Maputo. À partir de là, vous allez vous rendre compte que si vous prenez par exemple le code des personnes et de la famille, le code de la santé, tous les tests qui ont été initiés au Togo depuis les 1980 jusqu'à date, c'est-à-dire le dernier, c'est le code des personnes de la famille de 2014, vous allez voir qu'il y a l'égalité de genre. Même le code du travail a probé le genre, ce qui est très magnifique pour le Togo. Vous voyez? Donc, il y a un effort qui a été fait sur le plan de droit. Et sur le plan de politique, vous avez le ministère en charge de la promotion de la femme et nous avons une politique, effectivement, du genre qui a été adoptée le 2 août 2006 par le Conseil des ministres. Et depuis là, il fait l'objet de révisions périodiques pour voir les avancées par rapport à l'évolution de la société entre hommes et femmes. Merci beaucoup, Zoé. Oui. Et peut-on dire que les femmes à l'époque étaient déjà autonomes ou totalement dépendantes? Je vais vous dire que le Togo est dans une situation particulière par rapport à l'histoire des femmes. Et là, je veux que vous retenez ça. Je vais citer une date où nos parents même ne sont pas encore nés. Les femmes togolaises sont les premières à avoir revendiqué l'autonomie en janvier 1933. Et c'est une histoire. 1933. C'est une histoire que je suis en train, il faut vérifier dans les archives, pour revendiquer une forme d'autonomie. Chemin faisant, vous allez voir que les différents tests
que le Togo a élaborées sur le Code des personnes et de la famille ont respecté cette règle. Comment? Et je m'explique. Vous savez, quand vous prenez par exemple les tests du Code des personnes et de la famille par rapport au régime, en matière de régime matrimoniaux, nous avons 3 types de régimes matrimoniaux. Le régime de communauté de biens, le régime de séparation de biens et le régime de participation aux meubles aux acquêts. Et le régime de droit commun au Togo, c'est le régime de séparation de biens. C'est-à-dire, il est permis aux femmes qui sont en couple d'adopter ce régime de droit commun pour préserver leur indépendance économique. C'est ça ce que vous voulez dire. Et bien plus, non seulement l'indépendance économique, ce n'est pas sur papier, mais quand nous prenons les politiques que le Togo a élaborées, par exemple la politique de lutte contre les violences basées sur le genre, vous allez voir que le genre, c'est une forme de discrimination à l'égard des femmes. Et l'État combat ça. Et quand vous allez prendre le nouveau code de 2015, le nouveau code pénal de 2015 derrière moi, vous allez voir tout un chapitre consacré par le législateur pénal pour combattre effectivement toute forme de violence. Et le code va jusqu'à dire dans ces dispositions que le fait pour une personne ou d'autres personnes d'empêcher la femme d'avoir accès à la terre, qui est un facteur de production, est prévu et puni par la loi. C'est ça l'autonomisation des femmes. Parce qu'à notre époque, nous avons inséré ça parce que c'était une histoire. Lorsque nous avons commencé la préparation de la conférence mondiale de Beijing en 1993 pour aller à 95, il s'était passé quelque chose. Nous avons remarqué que sur le territoire national, les femmes louaient les terres auprès des hommes pour pouvoir faire leur culture. Et quand elles engraissaient les terres, les hommes retiraient. Ce qui fait que ça appauvrit les femmes. Elles n'avaient plus de moyens de production. La terre, c'est le premier moyen de production. Ce qui fait qu'au fil des années, nous avons proposé dans les différentes législations qu'il faut prendre des mesures. Même si vous prenez le code foncier de manière qui est encore récent, vous allez vous rendre compte que le législateur vraiment s'est prononcé en faveur de l'autonomisation de la femme. Vous voyez? Donc, plus qui plus est, nous sommes tenus aussi par d'autres documents, par exemple des conventions internationales, par exemple les ODD, les objectifs du développement durable. Si vous prenez l'objectif du développement durable 5, il dit parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Et c'est tout un chapitre qui est en train d'être traduit dans les faits, dans les différents politiques, projets et programmes sur le territoire national. L'autonomisation des femmes, ce n'est pas seulement le fait que la femme puisse avoir de l'argent pour mener des activités génératrices de revenus. Non. L'autonomisation aussi s'exprime par la latitude laissée à la femme en matière de santé de contrôler sa propre santé de la reproduction. Ça aussi, l'autonomisation, c'est de permettre à la femme de pouvoir prendre en elle-même ses décisions sans pour autant être imposée par qui que ce soit. Donc, le concept d'autonomisation des femmes, ce n'est pas seulement en termes monétaires et financiers, mais c'est en termes de santé, en termes de participation au développement, en termes de politique, en termes d'élaboration des projets pour revenir depuis 1995 jusqu'à date. Le Togo a fait d'énormes progrès dans tous les domaines en matière de réduction des inégalités hommes-femmes. En matière d'éducation, vous allez voir que dans toutes les écoles primaires, au niveau des collèges, au niveau des lycées, même dans certaines écoles primaires publiques, il y a plus de femmes que de garçons. Quand vous allez là où vous croyez que c'était des secteurs réservés aux hommes, des secteurs techniques, technologiques, de sciences, aujourd'hui, vous allez voir à égalité de participation au niveau de tous ces secteurs. On n'en parle même pas dans le secteur informel économique où elles sont traditionnellement les tenanciers et les aînés même étaient les nanabèzes. Même si aujourd'hui le phénomène de nanabèze a disparu, il existe encore un fort pouvoir économique. Vous allez au marché d'Adaoulato ou à Lomé ici ou dans les marchés, vous allez voir que c'est les femmes qui sont les porte-flambeaux des marchés de Lomé jusqu'à la Pont. Vous comprenez? Moi, j'ai fait en 1989, ma maîtrise a porté sur la femme commerçante dans le développement de l'économie togolaise. Et j'ai fait des marchés de Ketao, de Daniel, de Djeta et le grand marché d'Adaoulata à Lomé. Et elles avaient vraiment le pouvoir économique. Mais maintenant, comment faire pour que ce pouvoir économique n'échappe pas à leurs mains?
Nous allons à présent suivre les avis de notre ministre en charge de la promotion de la femme et les avis de quelques personnes ressources sur l'évolution de la situation de la femme depuis la période des indépendances jusqu'à nos jours. Avant les indépendances, la femme togolaise occupait une place essentiellement domestique et communautaire. Bien que la femme ait un rôle central dans la famille, elle s'occupe de l'éducation des enfants, de l'agriculture, du commerce informel, elle était exclue des sphères décisionnelles formelles, comme la politique, l'administration, l'économie moderne. L'accès à l'éducation était également très limité. On les retrouvait dans le secteur informel et beaucoup plus confinés dans le petit commerce. Sur le plan juridique et social, elle était souvent sous l'autorité de l'homme, avec peu de droits formels reconnus. Lors de l'indépendance, les femmes ont accompagné les partis politiques en jouant un rôle de second plan. Elles partageaient les tracts pour des réunions politiques et ont créé des slogans et des chants de ralliement stratégiques pour la cause indépendantiste. Les premiers indices de la libération de la femme s'observent à différents niveaux. Si nous prenons le pilier économique, entre les années 30 et 50, c'était les Nana Benz. On peut dire que c'est le tout premier indice concret d'autonomie. Ces femmes commerçantes de Lomé, de Bagne, nommées Wax, étaient économiquement fortes. Donc, elles pouvaient voyager en Europe toutes seules, négocier des marchés dans les usines et puis gérer aisément leur fonds de commerce. Donc, nous pouvons dire que c'était des femmes qui se sont fait valoir à travers leur puissance économique. Des figures féminines ont inspiré ce changement, notamment Baye Lucia Kada Sodede, épouse Gade Bekpou, dite Baye Ablodé, patriote légendaire. C'est elle qui entonnait les chants révolutionnaires. Madame Sivomé, Marie Madoé, première femme à avoir exercé la fonction de maire de la ville de Lomé. Dédé Rose Crépi, la doyenne des Nana Benz. Ablavi Mivedor Sambiane, pionnière politique post-indépendance, nommée ministre des Affaires sociales en 1975 comme première femme à intégrer le gouvernement togolais. Nous pouvons citer Madame Adjoa Mivedor. Elle fut la pionnière, elle m'a motivée dans le domaine de la santé. Elle fut la première sage-femme et c'est à travers elle, je peux dire qu'aujourd'hui, moi aussi j'ai choisi d'être sage-femme que je suis aujourd'hui. Et nous pouvons citer Madame Abra Amedome, épouse Vovo. Elle était dans le domaine de la pharmacie et la santé publique. Elle avait occupé aussi des postes très importants dans la politique togolaise. Elle fut l'ancienne ministre des Affaires sociales et des conditions féminines dans les années 1980. Et sur le plan institutionnel, c'était la création de l'Union nationale des femmes du Togo, UNFT, en 1973. Et sur le plan juridique, entre 80 et 2012, c'est le Code de la famille. Le premier texte du Code de la famille est apparu en 1980 et a été réformé en 2012 où la domination masculine n'existait plus, elle a été supprimée et donc l'autorité devenait conjointe, c'est-à-dire la femme pouvait choisir librement son métier, elle pouvait ouvrir son compte sans l'autorisation de son mari. Les mesures spécifiques qui doivent être intensifiées dans l'amélioration de la situation féminine au Togo, nous pouvons parler de renforcer l'éducation de la jeune fille, surtout dans les milieux ruraux. Et il faut réduire aussi l'abandon scolaire. Nous devons promouvoir les postes féminines. Il faut aussi qu'elles soient autonomes. L'autonomie est très importante.
Donc, en parlant de l'autonomie, il faut qu'elles aient des accès au crédit, à des formations et à l'entrepreneuriat. Et il faut aussi qu'elles aient une bonne volonté, les femmes elles-mêmes, une bonne volonté de pouvoir évoluer, de prendre des postes de décision et qu'elles oublient qu'elles sont inférieures, mais qu'elles se disent qu'elles peuvent être aussi supérieures. Aujourd'hui, grâce à la politique pragmatique du président du Conseil, son Excellence M. Faure Eswasina Gnassingbé, en matière de la promotion des droits de la femme, on note des avancées significatives qui ont d'ailleurs fait de notre cher pays, le Togo, une référence en Afrique et au-delà. Cependant, des défis restent à relever. Pour améliorer la situation de la femme, il faudra renforcer les actions d'autonomisation à travers le renforcement des programmes visant à déconstruire les stéréotypes de genre et de lutte contre les violences, l'application effective du Code foncier pour garantir le droit de propriété des femmes, l'amplification du renforcement des femmes sur le leadership et l'autonomisation, le renforcement des mécanismes d'orientation des femmes dans les filières scientifiques et numériques, puis poursuivre la promotion de l'excellence académique des filles, le renforcement des mécanismes d'inclusion financière existants, le renforcement de la représentation des femmes dans les instances de décision à tous les niveaux, y compris dans la chefferie traditionnelle, la mise en place et le renforcement des structures de garde d'enfants pour permettre à la femme de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Toutes ces mesures combinées permettent d'agir à la fois sur les causes profondes des inégalités et sur leurs conséquences. Un sincère merci à Silver Abdou Datakpame qui nous a permis de recueillir ces témoignages. Et à partir des années 80, quels changements majeurs ont favorisé l'émancipation de la femme? En 1980, on a organisé la conférence mondiale sur les femmes à Copenhague, au Danemark. Alors, il a été demandé à tous les pays qui ont participé, le Togo avait participé à cette conférence, il a été demandé à tous les pays ayant participé de mener des actions concrètes et visibles qui montrent la volonté des pouvoirs publics à aller vers la promotion de la femme et vers son développement. Mais le Togo n'avait pas attendu, parce que déjà 3 ans auparavant, avant que le Togo ne parte en 80, on a créé la Direction générale de la condition féminine en 1977. Parce que le Togo a pris de l'avance. Parce qu'il a participé à la première conférence en 1975. Et en 1975, à Mexico, comme je le disais ailleurs, tantôt, à l'entame de mon propos, on avait dit que les États qui veulent aller vers l'égalité de genre, vers la promotion de la femme, n'ont qu'à essayer de mettre des institutions au sein du gouvernement qui vont effectivement qui vont traduire les politiques du gouvernement en matière de promotion de la femme. C'est comme ça que 2 ans après cette première conférence 77, il a été créé effectivement la Direction de la condition féminine. Il y a un mouvement politique parce que à l'époque du RPT, il y avait l'INFT. Donc il y avait une forte mobilisation des femmes autour de la promotion de l'égalité de genre. Et ça aussi, c'est des éléments qui ont favorisé effectivement le changement vers l'égalité à partir des années 80. Le Togo était à Copenhague, 80. 5 ans plus tard, le Togo était présent aussi à Nairobi. Et à Nairobi, on a dit, cette fois-ci, ce n'est pas 5 ans, 5 ans, 5 ans, parce que 75, 80, 85, ça fait 55 ans. Mais à Nairobi, on dit, on va poser les actions stratégiques d'action de Nairobi pour 10 ans. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que Nairobi, c'est une conférence mondiale, mais qui s'est tenue sur le sol africain au Kenya. Mais on a dit que tous les États ayant participé n'ont qu'à mettre en place ce qu'on appelle les stratégies prophétiques d'action de Nairobi pour la réduction du genre. Pendant 10 ans, on va les évaluer et ils vont prendre des engagements. Et c'est comme ça que le Togo a changé même
les libérer des ministères. On est parti du ministère de la condition féminine à la promotion de la femme et de la promotion de la femme au genre. Aujourd'hui, vous allez voir que le concept genre est intégré dans le libéré du ministère. Donc, le genre a parcouru, c'était un concept qui a parcouru les différentes fractions de la société pour arriver à là. Le genre, sur le plan social, veut dire que vous et moi, en dehors du fait que nos différences sont biologiques, sur le plan social, on ne fait plus de différence. Vous êtes ma patronne en tant que femme, je ne suis pas gêné. Il y a 30 ans, ce n'était pas ça pour tout le monde. Vous comprenez? Parfois même, les gens se recommandent. Alors peut-être qu'il faut qu'une femme, parce qu'il y a plus de sérieux. Si vous prenez effectivement de 1980 à date, vous prenez effectivement les statistiques sur la représentation des femmes à tous les niveaux décisionnels. Par exemple, depuis les localités, c'est-à-dire les maires, les préfets, jusqu'au plus haut sommet, aujourd'hui le président du conseil, vous allez voir qu'il y a aussi bien des femmes que des hommes. Il y a 30 ans, ce n'était pas ça. Au vu de tout ceci, est-ce que nous pouvons affirmer que l'éducation a joué un rôle déterminant? Très déterminant. L'éducation a joué un rôle très déterminant parce que lorsque, par exemple, on a adopté le 2 août 2006 l'intégration de la politique du genre dans les programmes et projets de développement, nous avons mis des pôles, par exemple, genre, éducation et développement, au sein de l'université et au ministère de l'Éducation. Et à chaque instant, il y a des branches qui sont chargées de sensibiliser les populations sur l'importance de la scolarisation de la jeune femme. Et il y a d'autres qui sont chargées sur l'importance de la diversité, c'est-à-dire que les femmes sortent de leurs chantiers battus pour quitter la littérature, pour aller vers les secteurs scientifiques et techniques. Vous voyez? Donc, moi, j'ai eu la chance de suivre effectivement cette évolution en étant avec ces acteurs, aujourd'hui, qui sont aussi à la retraite comme moi. Vous voyez? Donc, l'éducation a joué un rôle extrêmement important parce que l'éducation, c'est la clé de voûte. C'est la première clé qui renforce les capacités, qui transforme l'être humain. Donc, l'éducation a joué un rôle très important. Je me rappelle que quand j'étais encore en fonction, j'ai eu à lire un livre de l'Afrique de l'Ouest et j'étais très content. Hein? Le jour-là, j'ai lu qu'en 1980-82, nous étions le deuxième pays le plus scolarisé de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo. Le Togo était le deuxième pays. Donc, les réformes de l'éducation, c'est vrai qu'elles sont inachevées, mais il y a des caps qui ont été maintenus, faire en sorte qu'on fasse la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Et nous prenons à témoin les grands documents, comme le document de Beijing, qui a posé comme point critique dans le monde la petite fille sur son 12e point. C'est pour ça que, prioritairement, tous les États aujourd'hui qui sont en train de mettre en place, en œuvre, de traduire en œuvre le programme d'action de Beijing, dans leur politique, font des attentions particulières sur la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Et aujourd'hui, comment évaluer la situation de la femme au Togo? Aujourd'hui, l'état des lieux doit être fait par secteur, au niveau de la santé, au niveau de la justice, au niveau de l'éducation, dans tous les secteurs de l'environnement. Mais il y a des évaluations, des programmes et projets qui montrent effectivement que les femmes participent au programme projet de développement que les hommes. Donc, il y a cette égalité tant recherchée en matière de droit qui est en marche. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de renforcer cette égalité. C'est de traduire cette égalité de droit dans le vécu quotidien. Dans quel secteur constate-t-on les progrès les plus significatifs? C'est dans l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, que ce soit au niveau du cours primaire, que ce soit au niveau du cours secondaire, le collège, les lycées, même jusqu'à l'université, on voit pas mal de femmes qui sont représentées, qui constituent des références pour les jeunes filles, pour la fille, la petite fille, pour la jeune fille et la fille adolescente. Vous voyez? Donc, c'est ce que je suis en train de dire que maintenant, le ciment est là. Il faut bâtir le socle, ce ciment, et maintenant aller vers là-bas. Et on doit trouver maintenant, avec les néotiques que vous détenez,
il faut faire ce qu'on appelle la diffusion et la vulgarisation sur les progrès accomplis sur les secteurs. Parce qu'aujourd'hui, la femme a accès à tous les secteurs. Peut-on parler d'une véritable indépendance, notamment sur le plan économique à l'endroit des femmes? L'indépendance économique de la femme a été consacrée par les textes. Le fait, par exemple, que le régime de droit commun, quand on se marie, c'est le régime de séparation, vous comprenez? C'est une forme d'indépendance consacrée. L'indépendance de la femme a été consacrée par tous les textes. À travail égal, salaire égal, dans le Code du travail. Dans le Code des personnes et de la famille, on a quitté le concept, par exemple, de l'autorité maritale vers l'autorité parentale. Ça voudrait dire que la prise de décision sur le devenir des enfants relève à la fois et de la responsabilité de maman et de la responsabilité de papa. Vous voyez? Donc, on montre effectivement comment s'exprime. C'est pour ça que moi, je ne vais pas parler de l'indépendance, mais je vais parler de l'autonomisation, de la possibilité que l'homme a, la femme a la même possibilité d'eux. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il faut regarder effectivement l'évolution de notre société dans les années à venir. Je vais vous donner un exemple de ce que vous appelez indépendance. À notre temps, quand nous sommes entrés dans la fonction publique, il y avait encore beaucoup plus d'hommes. Hein. Donc, les femmes étaient commerçantes, bon, les petits commerces, les vendeuses et autres. Et Angola n'était pas développé, hein, parce que le mien était concentré dans les CADEF et autres. Là. Et donc, c'est l'homme qui fait le prêt à la banque pour aller construire. Et il va dire à la femme, débrouille-toi parce que je suis sous prêt. La femme se débrouille naturellement, mais l'homme, en faisant, par exemple, la construction, oublie qu'après, ils vont déménager et habiter dans la maison construite. Mais dans cette maison construite-là, l'homme est parti chercher son architecte sans associer la femme. Vous saviez ce qu'on a eu sur le terrain? On avait fait un constat et au cours d'une conférence de presse, quand je disais ça, les gens se riaient. Mais quand ils sont allés sur le terrain, ils avaient constaté que ce monsieur disait la vérité. Les gens ont construit sans regarder un peu la configuration de la maison, où se trouve la cuisine, où se trouve ceci. Ce qui fait que la femme, quand elle arrivait, elle a dit que mon mari a construit, c'est bon, mais là-bas où on a classé cuisine, ça ne m'intéresse pas. Elle a construit sa cuisine au dehors. Ce qui fait que dans la nouvelle maison, le soir comme ça, tu as mis sa cuisine et puis la fumée se levait derrière. Ce n'est pas que la maison n'avait pas une cuisine, mais là où la cuisine était configurée, ce n'était pas bien pour le travail de la femme. Et donc, si elle avait été associée à la base, dès la conception de l'architecture de la maison, elle aurait pu dire que non, je veux que la cuisine soit ici. Un homme ne pouvait pas voir ça. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. C'est ça qui me fait dire qu'il faut que dès la base, tout ce que nous voulons faire, il faut que nous faisons à deux, c'est-à-dire femmes et hommes. Merci beaucoup, Voilà. doyen. Donc, c'est un peu ça. Et cela montre que vous avez fait du chemin avec la femme. Oui. Vous avez beaucoup lutté pour la cause de la femme. Oui. Maintenant, est-ce l'indépendance économique est-elle la clé de l'épanouissement de la femme? Oui et non. L'indépendance économique de la femme, même si vous dites, il y a des femmes qui sont là, qui sont bien nanties financièrement, mais elles ne sont pas heureuses. Elles vont vous dire, qu'est-ce qui te manque? Ils vont te dire que j'ai besoin de la chaleur du foyer. Vous voyez, non? C'est bon. Oui, c'est une bonne chose. Que la femme soit autonome, qu'elle ne soit pas soumise aux caprices de l'homme, comme nous avons l'habitude de voir ici et là. C'est pour ça que ce qu'il faut faire, par exemple, lorsque les corps constitués, par exemple, la coiffure, couture, ainsi de suite, ils sont toujours, ces personnes, en majorité constituées de femmes, sont toujours à la merci des hommes. Parce que le travail qu'elles font ne leur permet pas de satisfaire leurs besoins. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de projet? Il faut les mettre en coopérative pour les renforcer, pour qu'elles soient autonomes, pour qu'elles participent au processus de développement. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. L'indépendance économique est une très bonne chose et que si elle se réalise, elle affirme en partie une grande partie de l'épanouissement de la femme. Quels sont alors
les obstacles à son épanouissement? Les obstacles à son épanouissement, il y a beaucoup de choses. La femme, si vous prenez la femme en couple, s'il y a l'obstacle à l'épanouissement de la femme en couple, c'est si le couple est mal géré. L'épanouissement aussi de la femme en matière en matière de santé et particulièrement de la santé de la reproduction, c'est quand la femme prend sur elle la responsabilité de gérer sa propre santé de la reproduction. Quand elle dit non, il faut que le partenaire accepte ça et comprenne ça aussi. La femme n'a pas besoin de faire des PDV, il faut que l'homme comprenne ça. La femme a besoin de faire des PDV, il faut que l'homme comprenne ça. Et suit sa logique pour qu'ils puissent ensemble se communiquer. La décision doit être mutuelle. Mutuelle. Cher doyen, est-ce que les traditions et les mentalités constituent toujours un frein? Oui. Comme je le disais, il y a beaucoup de choses en voie de développement. Au Togo, il y a des pratiques néfastes à l'époque sur la santé de la mère et de l'enfant avec une institution à l'époque qu'on avait appelée SIAF. Le SIAF c'est un comité africain. C'est pratiquement sur l'ensemble des pays de l'Afrique. Il y a ça dans d'autres contrées, mais en Afrique, je sais qu'il y a ça. En 1996, 12% de la population féminine était excisée. J'étais au Conseil de sécurité en 2012-2013 pour évaluer Femmes, Pays et Développement à New York. Et nous avons le rapport du Togo. De 12%, on a moins de 0,2% au Togo. Ça a pratiquement disparu. Le deuxième aspect que vous et moi nous connaissons et qui a le reliquat, les séquelles que vous allez voir dans les marchés d'Ada ou Lato, et c'est beaucoup plus dans la zone du sud-est du Togo, où on mettait les filles dans les couvents. Nous avons refusé ça. Nous nous sommes battus pour ça. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais le phénomène est à tenir. C'est moi qui ai le consultant du dernier rapport de 2023 sur Agir pour l'abandon du mariage des enfants, AME. C'est moi qui ai été commis pour élaborer ce rapport dans la zone septentrionale du pays, particulièrement à Tchamba et puis dans la zone de Mango, Takoma et autres. Il y a aussi des pratiques qui amènent à marier précocement les filles. C'est une pratique aussi néfaste. Quand on dit néfaste, c'est parce que ce n'est pas bon pour la santé de la femme. Parce que la femme, tout comme l'homme, et surtout la femme, a une morphologie qu'il faut considérer avec le temps. Cher doyen, nous tendons vers la fin de cet entretien. Quelles solutions proposer pour renforcer l'autonomie et le développement de la femme togolaise? Il n'y a pas une solution miracle. Il faut partir du plus haut. Il faut que, comme ils ont l'habitude de faire, que le pouvoir public renforce les capacités et les positions des femmes. Ça, c'est au plus haut niveau. Il faut toujours réviser les politiques tout en tenant compte de l'évolution de la société. C'est extrêmement important. C'est toujours des approches continues et concertées qu'il faut faire. Le fait, par exemple, lorsqu'on lance un concours, dit que les candidatures féminines sont privilégiées, ça ne veut pas dire qu'on fait une discrimination. C'est une discrimination positive. Ça voudrait dire qu'on veut que dans ce secteur-là, les femmes s'y intéressent, au même titre que les hommes. Quel message adresser aux jeunes filles d'aujourd'hui? Pour les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est la même chose que pour les jeunes garçons. Hein. De penser à pouvoir chercher leurs références dans l'égalité des genres. Il faut toujours chercher les références dans l'égalité des genres. Parce qu'aujourd'hui, quand la fille dit que je vais devenir ministre, elle a une femme ministre qui est une référence. Et puis, elle a accès à ce ministre pour lui dire comment tu es devenu ministre. Et la ministre va lui expliquer ça. Nous touchons à la fin de cet entretien consacré à la progression de l'indépendance et du bien-être de la femme au Togo. Merci à vous, cher doyen Raouf Tchangao, pour vos riches partages d'expériences. Très chers téléspectateurs, l'évolution de la femme au Togo depuis les indépendances est marquée par des avancées importantes,
mais aussi par des défis persistants. L'accès à l'éducation, l'autonomie économique et le changement des mentalités demeurent essentiels pour un véritable épanouissement. Car une femme indépendante et épanouie est un pilier du développement de toute la société. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Femmes et Développement. Bonne suite de programmes sur la télévision togolaise.